Sébastien Spitzer, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes romancier après une longue carrière de journaliste, on y reviendra tout à l'heure. Vous faites paraître aux éditions Albin Michel un des livres marquants de cette rentrée, au cours de laquelle de nombreuses publications sont consacrées au 7 octobre et à ses suites. Votre livre s'intitule « Et nous danserons encore » et vous y prêtez au recueil de témoignages souvent marqués par une douleur inouïe des survivants des massacres et des familles d'otages. Le livre est préfacé par Émilie Moiti, fondatrice et directrice du Forum des familles d'otages. Elle revient sur votre première rencontre, sur le message inaugural que vous lui avez adressé. Qu'est-ce que vous lui avez écrit dans ce message ? C'était un SOS, c'était pas un message, c'était un appel au secours pour essayer de comprendre, un appel, une demande d'aide pour venir et recueillir le témoignage des rescapés et des otages libérés à venir. Émilie Moiti, qui était députée à la Knesset, comme vous l'avez rappelé, elle a tout de suite répondu bienvenue et elle m'a accueilli au Forum des familles. Pourquoi un SOS ? Comment vous avez vécu cette terrible journée du 7 octobre ? Pendant 25 ans, j'ai été journaliste. Je suis catholique, j'ai un nom d'origine juive et je parle arabe. J'ai voyagé dans tout le Proche et le Moyen-Orient et je m'étais fait une représentation finalement très abstraite de la réalité d'Israël. Et le 7 octobre, ma conscience s'est littéralement déchirée. J'ai pas compris que ça puisse être possible. J'ai mis du temps avant d'accepter cette réalité. Et ça a pris beaucoup de temps encore. Et quand on est journaliste, on va vite. On saisit l'événement, on est dans le fait, c'est la date, c'est l'élément, etc. Quand on est romancier, j'ai appris, en étant romancier désormais, à aller plus loin, plus profondément, à comprendre la généalogie des événements, pas leur genèse, mais leur généalogie. C'est humain, c'est la fibre, c'est le corps. Et pour comprendre ce moment dingue, ce tournant, ce pogrom, ce massacre terroriste, j'ai pas voulu simplement raconter les faits, j'ai voulu rencontrer ceux qui avaient traversé, les rescapés de ces faits-là, pour qu'ils me racontent leurs impressions, leurs sensations, leur histoire, pour essayer d'avoir toutes les nuances possibles du drame. Sébastien, c'est fait la famille des familles, écrit Émilie Moiti. Elle rapporte les longues heures que vous avez passées avec elle, au contact des survivants, au bâtiment du Forum des familles. Vous-même parlez de sidération à l'écoute de ces témoignages qu'on ne pensait, et vous le disiez bien à l'instant, ne plus jamais entendre depuis la Shoah. Est-ce que vous aviez anticipé la souffrance de ces familles, de ces survivants aussi des geôles du Hamas ? Comment vous vous étiez préparé aussi à cette épreuve ? Ah, quelle bonne question. Parce qu'en fait, effectivement, comment on entend l'indicible, comment on perçoit ce qui est impossible de raconter. Pas évident. Et puis, qui voudra bien me raconter ? Encore moins évident, ils ne me connaissent pas. Mais il y a un au-delà, il y a un métalangage, vous savez. Il y a l'humanité, quand elle est vibrante, quand elle est souffrante, elle parle de l'un à l'autre. C'est une question d'âme, finalement. C'est vrai, c'est une question d'âme. Et des esprits sont allés de l'un à l'autre, de leur douleur à ma volonté de traduire leur douleur. L'histoire est sans pitié, elle passe au fil du temps et menace d'effacement les pires atrocités, écrivez-vous Sébastien Spitzer dans le prologue. Tentative de relativisation, contestation de la nature des crimes, pour ne pas dire de leur existence même, alors que les bourreaux ont pourtant eux-mêmes publicisé leurs crimes en direct, notamment sur les réseaux sociaux. Comment cela est-il appréhendé par les personnes que vous avez rencontrées en Israël ? En fait, il y a deux questions dans votre proposition. La première, celle que j'entends, d'abord, c'est l'abstraction, le danger de l'abstraction. Je suis prof à Sciences Po. Et j'ai vu mes élèves prendre position, enfin des élèves de Sciences Po, prendre position dans le drame en cours. Mais en se fiant à une simple abstraction, c'est-à-dire la réalité de l'écran, qui est tellement trompeuse, qui est tellement traître, qui est tellement orientée, bien évidemment. Donc l'idée de ce livre, c'est d'aller au-delà de cette abstraction pour entendre le témoignage de ceux qui l'avaient vécu et qui m'ont raconté. Après, j'ai perdu le fil de votre... Et la seconde, c'est comment les personnes que vous avez rencontrées en Israël appréhendent justement cette relativisation des crimes qu'ils ont vécus dans leur chair, ou que leurs proches ont vécu dans leur chair. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, quand j'étais en décembre dernier, il y avait pas de... Ils étaient assez peu à prendre la mesure de ce hiatus entre ce qu'ils avaient traversé et ce qu'en France, par exemple, on a capté de ça. Mais j'ai fait ce pont-là. J'ai bien vu qu'on n'était que 200 000 à Paris pour se mobiliser contre l'antisémitisme. J'ai bien vu les déclarations de LFI. J'étais dans l'amphi
à Sciences Po le jour où Mélenchon a pris l'amphi. Il n'a pas pris la parole, il a pris l'amphi. Et il a pris en otage les opinions ce jour-là, d'une certaine manière, en appelant à la fin à lutter jusqu'à la fin, à aller jusqu'au bout. Enfin, c'était. Et vous rappelez également l'appel au soulèvement de Rima Hassan, et vous parlez l'arabe, donc vous avez aussi perçu le sous-texte derrière cet appel. Mais évidemment, enfin, quand j'avais 20 ans, j'étais étudiant à la Sorbonne avant d'aller à Sciences Po, et j'étudiais l'histoire du Proche et du Moyen-Orient. Et je faisais un mémoire de maîtrise sur l'histoire de l'intifada. Et je commençais la première intifada. Oui, je suis vieux. et évidemment, le soulèvement, c'est intifada. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté sur la racine de ce mot-là, est prononcé par une femme d'origine palestinienne. Enfin, il n'y a pas de doute possible. Le livre s'ouvre avec le témoignage de Morane Stella. À la quarantaine, elle vendait pour la première fois la nuit du 6 au 7 octobre ses créations de bijoux au Festival Nova. La vidéo de sa capture, les mains liées, a très vite circulé sur TikTok. Elle a été otage quasiment 2 mois à Gaza. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Oh là là. Morane, je lui ai annoncé que le livre était sorti, elle ne m'a pas répondu. Mais jusqu'à présent, elle me répondait tout le temps, donc j'espère que ça va. Elle ouvre et elle ferme le livre quasiment. On la revoit à plusieurs moments de votre récit. Morane, compliqué. Ce qu'elle a traversé, enfin, ces 2 mois, et ce qu'elle a accepté de me raconter dans ce livre, son calvaire permanent, cette lutte avec ses bourreaux, ce jeu de victime contre bourreau, ce bras de fer terrible dans les non-dits, dans les attitudes, dans le body language, dans tout ce qu'elle a pu faire pour sauver cette jeune femme qui était avec elle de nouveaux assauts sexuels de ses bourreaux. Enfin, elle a vécu quelque chose de dingue et elle va passer par des étapes, ça va être sinusoïdal évidemment. On l'a soupçonnée d'être soldate, par ses tenues, par le fait aussi qu'elle parle l'arabe. Ouais, enfin qu'elle a un nom. Il la prenait pour une soldate. Certains étaient même convaincus qu'elle l'était. Or, non, pas du tout. Mais elle s'inquiétait parce qu'elle me disait si jamais, s'ils avaient eu accès à mon ordinateur, ils auraient vu tous les films, tous les documentaires que j'avais collectionnés sur les renseignements israéliens, sur l'armée. Enfin, elle va toujours jusqu'au bout, dit-elle. Quand elle a quelque chose en tête, elle mène la recherche jusqu'au bout. Elle lâche rien et c'est sans doute ce qui lui a sauvé la vie et c'est certainement ce qui a sauvé la vie de celle qui partageait sa captivité. Elle est allée jusqu'au bout, quitte à prendre des risques invraisemblables dans une partie de cartes qu'elle raconte contre son bourreau, où toutes ses jouets, elle me dit j'ai jamais pris un risque aussi insensé de toute ma vie. On parle juste d'une partie de cartes. Morane rapporte la manière dont ces geôliers ont cherché à la manipuler, à lui faire croire qu'elle serait libérée très bientôt, dans la soirée, peut-être demain. Elle raconte avoir tenu face à l'horreur grâce à son imagination. C'est une exception, d'autres n'ont pas forcément réussi on les comprend évidemment, à trouver ces ressources intérieures pour tenir un jour et un jour de plus à chaque fois. Alors je ne vais pas parler pour ceux que je n'ai pas rencontrés, les autres. En tout cas, elle a la force, la volonté, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, les âmes, vous savez, l'esprit, cette force de caractère qui est fait qu'elle a pu tenir. Sa sœur l'appelait tous les soirs sur le balcon, elle hurlait comme d'autres familles ont hurlé. On a vu des images, enfin, c'était bouleversant, les images de ses parents qui appellent leurs enfants de l'autre côté de l'enveloppe de Gaza. Et elle sentait, elle savait, elle savait qu'elle était soutenue, elle sentait. Et ça l'a certainement aidée. Parmi les livres sortis ces derniers jours sur le 7 octobre, il y a celui également puissant, signé d'Amir Tibon, journaliste à Arès, et qui a pour titre « Les portes de Gaza ». Amir Tibon vivait avec sa famille au kibboutz de Nahal Oz, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la frontière. Il a été sauvé par des héros, parmi lesquels son père, le général Amir Tibon, et Yair Golan, l'ancien chef d'état-major adjoint de Tsahal et qui est aujourd'hui à la tête du parti travailliste. Vous avez rencontré Yair Golan et que vous présentez comme un héros très modeste. Racontez-nous sa journée du 7 octobre. Alors, j'ai aussi évidemment rencontré Amir Tibon, qui me dit à quel point son voisin d'origine française l'avait sauvé. Revenons à votre question. Yair Golan, effectivement, c'est cet ancien chef d'état-major adjoint de Tsahal qui entend ce matin-là qu'il se passe quelque chose, qui comprend, qui est admis dans une war room et qui voit sur les écrans la réalité de la situation et qui prend sa petite Toyota Yaris, publicité, on dira Peugeot, Renault, etc., pour pas qu'il y ait de trucs, mais qui
qui a une arme sur le siège passager et qui fonce vers le sud. C'est un homme qui n'a pas 30 ans. Hein. Faut que nos auditeurs le mesurent aussi. Yair Golan ? Yair Golan. Ah non, il a un petit peu plus que ça. Oui, c'est ça. C'est aussi mesurer son courage. Il a, je crois, entre 60 et 70 ans. Oui, c'est ça. Mais il est dans une forme du tonnerre. Et il va et il se jette dans la gueule du loup. Mais sans aucune hésitation. Il y va une première fois pour aller sauver un gamin qui est caché, un festivalier. Et il sort de la région, il l'amène à l'hôpital. Il y retourne une deuxième fois pour sauver d'autres gamins. Et une troisième fois, il a fait 3 allers-retours. Et quand je lui dis à la fin de l'interview, mais monsieur, vous êtes un héros, il rougit. C'est un officier supérieur, il rougit. Voilà, quelle humilité. Parmi les victimes du 7 octobre, Sébastien Spitzer, on compte beaucoup de colombes, de partisans du dialogue avec les Palestiniens et de la création d'un État palestinien dans les frontières d'avant la guerre de 1967. Le cas le plus emblématique est sans doute celui de Viviane Silver, 74 ans, membre du mouvement Women Wage Peace. Elle a été assassinée à Be'eri, alors qu'on pensait un temps qu'elle avait été prise en otage. Vous y revenez longuement dans le livre. Vous avez également interrogé son fils, Jonathan Silver. Ce qui s'est passé le 7 octobre, selon vous, a nécessairement cassé quelque chose de profond parmi les consciences de gauche israéliennes. Oh, ça c'est... Que veut incarner aujourd'hui notamment Yair Golan. Alors, Jonathan Silver, en l'occurrence, lui, la première chose qu'il me dit, c'est « Maman est morte. Elle est morte à cause de cette guerre et je reprends le flambeau. Je vais reprendre la lutte de maman pour la paix. » Alors lui, c'est très clair. Pour d'autres, ça l'est moins parce qu'évidemment, vous savez, ils sont... Enfin, avec ce qu'ils ont pu traverser, c'est difficile de se dire on va renouer le dialogue, rebâtir des bases d'une paix possible. Ils se sont sentis trahis par les gens qui les avaient parfois aidés à soigner, à faire travailler. Hélas, oui. Hélas, oui. Vous avez également suivi les familles d'otages pendant leur mobilisation dans les rues, notamment à Tel Aviv, scandant tous les jours sans répit Bring them now. Est-ce qu'ils sont particulièrement inquiets aujourd'hui alors que les négociations semblent au point mort et que la guerre s'étend contre l'Hezbollah, cette fois au sud Liban? Ce ne serait pas une surprise pour vous si je vous disais que chaque jour ils tremblent de peur. Et c'est ce que me racontait Stella Moran quand elle était otage. Elle entendait les tremblements, la terre qui tremblait avec les bombardements et ces bourreaux qui se marraient. Il y en a qu'elle avait surnommé le Joker, parce que quand on entend le bruit des missiles, c'est qu'il faut courir. Quand on l'entend plus, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc elle a perdu l'audition, elle a perdu pas mal de son audition. Vous me disiez, avant de démarrer cette interview, que vous avez rencontré, il y a maintenant 30 ans, on est en 96, Hassan Nasrallah. Comment ça s'était organisé? Comment ça s'est passé concrètement? Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, éliminé vendredi dernier au Liban. Oui, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, évidemment. Bien sûr. Et quand j'étais en 96, j'ai 26 ans, je sors de Sciences Po, je commence à faire des piges au Figaro et j'ai un ami qui m'invite à Beyrouth à passer quelques temps pour apprendre l'arabe, pour pratiquer l'arabe. Et puis un jour, il y a un chrétien maronite qui me dit « Ça vous intéresse une interview avec Nasrallah ?» Je dis « Évidemment, bien sûr. Et je me suis retrouvé dans cette histoire. On m'a bandé les yeux, on m'a fait une voiture est venue me chercher, on m'a bandé les yeux, on m'a fait faire un tour de quelque part. À Beyrouth, probablement. Dans Beyrouth, et je me suis retrouvé dans cet immeuble, dont je me souviens parfaitement, je me suis retrouvé face à Nasrallah et j'ai fait une interview qui a duré une vingtaine de minutes. Et en ressortant, j'ai compris dans quel quartier j'étais. C'était le quartier de Het Tarek, c'est dans le sud de Beyrouth, un quartier très chiite, avec ceux qu'on appelait ces ninjas, là, ces soldats, ou ces miliciens, pardon, lourdement armés et en noir. D'un mot, comment vous réagissez à ce qu'on disait tout à l'heure, cette forme de fascination, de mythologie autour de Hassan Nasrallah, qui était le responsable d'une organisation terroriste qui a tué notamment des Français, mais pas seulement, évidemment. Oui, je vous ai entendu, j'ai écouté ça avec attention tout à l'heure. C'est incompréhensible. Quand je sortais de cette interview, déjà, beaucoup de Libanais me disaient « Mais comment tu peux donner la parole à cet homme-là ? Quel est l'intérêt ?» Alors, c'est aller voir le diable, hein, le regarder dans les yeux. Bien sûr qu'il y a une mythologie qui est absurde, qui est romantique et qui est monstrueuse, qui est mortifère. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, quand même, c'est que c'est une guerre, ou en tout cas, c'est un affrontement, un conflit qui mène Israël contre le Hezbollah. C'est pas contre le Liban. D'ailleurs, si je ne m'abuse, détrompez-moi,
si je me trompe, mais je n'entends pas parler de riposte de l'armée libanaise. Je n'entends pas de chef d'état-major libanais qui se prononce sur le conflit, sur ce qui se passe aujourd'hui. Non. Qui appelle à un cessez-le-feu, en tout cas, mais pas une intervention militaire contre Tsahal. C'est Tsahal contre le Hezbollah, c'est tout. Contre le terrorisme. Merci beaucoup, Sébastien Spitzer, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre important qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et nous danserons encore. À très bientôt sur Radio J. Merci. Le Club Imo Radio.